Bonjour. Bonjour. Macaron, Petit gâteau, croissant, toilette, écharpe, Rouge. maillot, buffet, bonnet, soutien, lingerie, maquillage, Abatture. Bâton. Cascole. Bon Français Podcast. Décolonisons nos regards. Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis très content. Aujourd'hui, on va commencer notre deuxième saison. J'espère que on fera des belles discussions. On va vous apporter beaucoup de choses à réfléchir, hein. J'espère apprendre beaucoup avec le podcast moi-même cette année et pouvoir vous présenter des nouvelles choses, des nouvelles discussions, des nouveaux points de vue. Et, et l'idée cette année, c'est qu'on va faire un épisode par mois et les épisodes sortiront tous les lundis, tous les premiers lundis de chaque mois. D'accord? Pour commencer, pour ce premier épisode de l'année, je suis très content d'être accompagné de Gundo, plus connu sur Instagram et à travers son podcast Kumafo. Comment ça va, Gundo? Ça va, merci. Et toi? Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis très, très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de moi et également de mon compte Kumafo. Un grand merci pour l'invitation. Ah oui, voilà, en fait, c'est moi qui te remercie, hein. C'était très gentil de l'accepter et je suis déjà très curieux pour parler avec toi et savoir. Parce que quand j'ai vu la page sur Instagram, je suis allé écouter le podcast. J'ai adoré, hein. J'ai vraiment kiffé. Merci beaucoup. Bon, avant tout, on commence toujours par une première question, que c'est Gundo, qui es-tu à la queue de la boulangerie? Ah là là, quelle question. Qui je suis? Alors, qui je suis? Donc je m'appelle Gundo. Donc, je suis à Paris, France. Je suis maman de 3 enfants. Et puis, maman de 3 enfants, passionnée par les arts graphiques, la littérature. Et à côté de ça, je suis professionnellement parlant, je suis graphiste, community manager et je travaille aussi dans une start-up heu, qui est qui s'occupe d'un dispositif de l'État français, un dispositif culturel. Donc, je travaille également à cet endroit en tant que chargée de relations aux utilisateurs et donc voilà et qui je suis. Donc je suis, une personne, simple, qui aime, enfin qui se prend pas la tête, très ouverte et puis, voilà, qui prend les choses comme elles viennent, voilà. Ah, c'est super. Et c'est quoi le métier des graphistes, en fait? Je pense que je connais pas. Alors dans mon métier de graphiste, moi ce que je fais, c'est que, je vais faire créer des logos, des identités visuelles. En fonction des demandes, je vais créer des affiches, des flyers, faire des mises en page de catalogues ou de livres et des illustrations. Donc, ça, c'est le côté print, c'est-à-dire, c'est tout le format, imprimable papier et aussi, je crée des sites internet, grâce à un CMS, WordPress. Donc, je réalise également des sites internet, avec cet outil, également, donc qui est plus, sur la partie web. Ah, c'est super, hein? Merci. Très, très cool. Bon, ça explique quand même la beauté de la page, quoi. C'est gentil. Merci beaucoup. Ouais, bon. En fait, je t'ai invité justement pour parler de ton podcast. Je ne savais même pas que tu étais graphiste. Ah oui. C'est connu, oui. Et j'aimerais savoir, en fait, parce que, donc, pour ceux qui nous écoutent et ne connaissaient pas encore, Gundo, elle fait un podcast dans lequel elle donne la voix aux griots. Et ensuite, tu les traduis leurs paroles au français, n'est-ce pas? Tu traduis leurs paroles au français. Donc, dans le podcast, on peut écouter le morceau dans leur langue maternelle, hein, des griots, et après, tu traduis, tu traduis au français. C'est ça, hein? Parce comment? C'est ça. C'est que,
Oui, je te laisse, pardon. Ouais. Et en fait, tu varies les origines des griots. Comment ça se passe? Quelle est la langue? C'est la même langue que tu traduis toujours? Ils sont de la même origine? Comment ça fonctionne? Alors, alors griot, mais moi je vais dire jelly, parce que griot, c'est péjoratif en fait. Ah bon? C'est une Oui, Oh là c'est là. alors je le dis aussi, hein, mais d'ailleurs dans mes podcasts, je dis griot et c'est quelque chose que je vais changer avec les nouveaux podcasts. Là, parce que j'en ai quelques-uns qui sont déjà enregistrés, donc on m'entend dire griot mais je vais changer ça en jelly, Comment? parce Comment que on dit en fait? jelly, jelly, Jelly. jelly et et c'est la prononciation dans les langues mandingues. Donc tous ceux qui parlent le mandingue, le nko, en fait, disent jelly Ah, et je savais pas. voilà et parce que le griot, ça vient du portugais, à l'époque de la colonisation, on les appelait, les gens qui crient, celui qui crie, alors qu'un griot, un jelly, c'est pas forcément quelqu'un qui crie. Ah, Et ok. ouais, il y a toute une histoire, derrière, toute une histoire, derrière ce mot Ah, et ça m'étonne, hein, je ne savais pas parce que en fait, donc griot, c'est le nom que le colonisateur a donné au compteur, c'est ça. voilà, à ces personnes-là, Ouais. exactement et donc moi-même, ça m'arrive de le dire encore, c'est juste le temps que ça s'installe. Mais c'est vrai que dans mes podcasts, ceux que j'ai fait là, j'emploie le terme griot, mais je vais changer par la suite, on n'entendra plus normalement ce terme. En tout cas, je vais essayer de m'y tenir. Ah oui, non, c'est déjà super. Je n'avais jamais entendu parler en fait, que ça c'était péjoratif. Je pensais que c'était comme ça même qu'on parlait. Mmh mh. Euh, Beaucoup ah le non, mais pensent, oui. voilà, hein. Non, c'est bon que tu m'en as parlé, hein. Et du coup, pour répondre à ta question, donc en fait, ces jelly, du coup, ils sont pas en France, on n'est pas au même endroit, donc il y en a un au Sénégal et un en Gambie. Et en fait, la voix que vous entendez, ce Djely se trouve, en Gambie et celui qui joue les sons à chaque fois, la kora derrière, donc l'instrument de musique, celui qui fait ce son, se trouve en Sénégal et pour l'instant, heu, il parle dans une langue qui s'appelle le mandinko, qui est une langue qu'on retrouve dans différents pays d'Afrique de l'Ouest. Mais particulièrement en Gambie, au Sénégal, pardon, et en Guinée-Bissau, donc la langue mandinko. Moi, c'est pas ma langue d'origine, mais je la comprends parce qu'elle a beaucoup de similitudes avec ma langue d'origine. Maintenant, il y a quelques mots que je vais pas comprendre et ma langue d'origine, moi, c'est le djaranké. Donc moi, je suis d'origine, mes origines, viennent de la Guinée-Conakry. Et je parle le djaranké et le djaranké et le mandinko ont beaucoup de similitudes. Donc je comprends, on va dire, 3/4 des mots, que disent, les djellys et comme, ce sont des personnes, d'un certain âge, ils ont un langage un peu soutenu et pour moi, des fois, il est difficile justement de comprendre le sens et de pouvoir le traduire comme il le faut. Du coup, c'est compliqué pour moi. Donc, moi, je parle plutôt d'interprétation et pas de traduction et aussi, je délègue cette interprétation à une personne qui parle mandinko. Donc en fait, quand les djellys vont s'enregistrer, quand ils vont envoyer leur enregistrement, moi, ensuite, je donne ces enregistrements à une personne qui va me faire, l'interprétation, de ces audios et puis ensuite, moi, dans le studio d'enregistrement, du coup, ici en France, je vais m'enregistrer, avec le texte sous les yeux et je vais faire, je vais enregistrer, je vais faire le montage avec, la personne qui m'accompagne en studio.
Voilà, c'est comme ça que ça se passe et donc pour l'instant, les premiers podcasts, tout se fait en mandinko, mais le but, est de faire appel à d'autres Jeli qui parlent dans une autre langue pour justement, mettre en avant ces différentes langues, du continent africain et que aussi tout le monde puisse s'identifier, dans ces différentes langues, voilà et toujours avec une interprétation, en français, Donc, il a comme toute une équipe hein, derrière là. ah oui, bah, en fait, on peut pas faire tout, toute seule. Donc, c'est toujours important de demander de l'aide, de se faire accompagner. On peut pas avoir toutes les compétences et même quand on les a, en fait, si on essaie de tout faire tout seul, à un moment donné, on se retrouve limité et puis c'est très compliqué, on se fatigue alors que moi, vraiment ce podcast, je le fais vraiment par passion, par amour de la langue, des langues de manière générale et aussi dans le but de transmettre. Donc en fait, je peux pas il faut pas que ça devienne, une tâche, compliquée pour moi ou que ça devient lourd à porter parce que, je le fais et je suis très heureuse de le faire donc pour que ça se passe bien, je préfère déléguer, à des personnes qui pourront justement, m'aider, m'épauler, pour le podcast, pour le bon déroulement. Oui, non, c'est parfait. Et quand est-ce que t'es venue cette idée de commencer à faire ce travail? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce que tu as commencé à Oui. penser sur cela et tout? Alors quand est-ce que ça m'est venu? Disons que quand on est en Occident, souvent, il y a opposition souvent entre l'écrit et l'oral, entre l'écrit et l'oralité. Donc, on aime dire, en Occident, les paroles s'envolent et les écrits restent. Et moi, quand j'entends ça, ça me frustre un peu dans le sens où je me dis, la tradition orale, elle existe, peut-être pas en Occident, mais, sur le continent africain et c'est quelque chose qui a toujours fonctionné, qui fonctionne toujours et qui avait beaucoup d'importance. Il fut un temps où la tradition orale était vraiment importante, où la parole d'un homme ou d'une femme et bah, valait de voilà, était importante en fait. Quand, quelqu'un vous donnait sa parole et bah, sa parole était importante et elle s'y tenait à cette parole. Et on pense souvent également qu'il y a pas d'écriture, d'alphabet, notamment, en Afrique de l'Ouest, mais il existe des alphabets, alors qui sont, peut-être pas connus, alors mais pas qu'en Afrique de l'Ouest, hein, dans toute l'Afrique, il existe des alphabets, malheureusement qui ne sont pas mis en avant et moi, en fait, c'était de se dire, cette idée de podcast, pardon, qu'en fait, l'oralité et l'écrit, ne sont pas, voilà, en confrontation, en fait. Les 2 se valent et il y en a pas un, au-dessus de l'autre. Pour moi, tout est au même niveau. Après, évidemment, on est dans un monde où il est important, malheureusement, aujourd'hui, heu, d'accompagner la parole avec l'écrit. Parce que pourquoi? Parce que les gens sont, on peut faire face à des malhonnêtes, donc une parole aujourd'hui, bah, heu, quand tu signes un contrat, il suffit pas juste de dire: «OK, on est d'accord sur les termes», heu, à travers le parler, il faut aussi, un contrat qui va engager, les parties et c'est ce qui va, heu, valoir, en cas de conflit, face à un tribunal, par exemple. Donc voilà. Mais cette oralité, elle existe jusqu'à présent, dans certains, pays africains et elle a beaucoup de valeur et c'était aussi donc c'est un des premiers aspects qui m'a un peu poussée à ce podcast et il y a aussi l'autre aspect alors je suis maman de 3 enfants et pour moi aujourd'hui, il me semble important en fait, en tant que parent, heu, de, de sensibiliser, les enfants, notamment enfin mes enfants et les petits et tous ces enfants, en fait, de les sensibiliser à cette oralité et à la aux cultures africaines. Donc pour moi, c'est aussi un moyen, de dire: «Voilà, sur le continent africain ou même en Occident, parce
il y a de tout. Par exemple, en France, il y a plusieurs nationalités, plusieurs origines. Et ben voilà, ça fait partie de ta culture. L'oralité fait partie de ta culture. Et aussi, dans cette culture, on a des personnes qui sont qui ont le rôle, en fait, de faire perdurer cette oralité et et qui sont organisées, notamment en Afrique de l'Ouest, on a plusieurs organisations, on a des castes et en fait, chaque caste a son rôle et les Djeli font partie de cette caste de transmetteurs et aujourd'hui, il est important de les valoriser, de les mettre en avant et de reconnaître, leur place au sein des sociétés, africaines et occidentales, si je puis dire aussi, parce qu'ils sont partout. Et il y a ça, aussi le fait que les djellys, malheureusement, aujourd'hui, quand on est en Occident, notamment en France, en fait, ils sont présents pour les mariages, pour les baptêmes, pour tous les événements de la vie quotidienne. C'est eux qu'on met en avant, c'est eux qui vont parler de l'événement, qui vont chanter les éloges des personnes, des personnes qui peut-être sont organisateurs d'événements ou qui se marient, etc. Et souvent, on a tendance à les associer à des personnes qui veulent de l'argent, qui sont là que pour l'argent, alors que c'est pas leur premier, c'est pas leur rôle. Si on leur donne de l'argent, évidemment, comme tout être humain, on va accepter parce que à travers ce qu'ils font, c'est aussi un travail, hein, c'est un travail et c'est un art et ce sont des compétences qu'ils ont. Mais c'est vrai que notre génération aujourd'hui ou la génération un peu plus jeune a tendance à penser que ce sont des personnes qui sont là que pour leur prendre de l'argent et ils vont un peu dénigrer alors que ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça et que ces personnes-là ont une place très, très importante dans les sociétés d'aujourd'hui, notamment dans les sociétés africaines. Oui, et c'est intéressant que tu as commencé à parler de ça parce que justement, ça, c'est une chose qui m'interpelle un peu, que quand je pense au jelly, hein, c'est pas griot, hein. Quand je pense au jelly, moi, perso, j'ai une vision assez, que je crois, anachronique ou romantique comme de ces vieux messieurs entourés d'enfants qui racontent leur histoire et les enfants les écoutent et tout, avec beaucoup de respect et tout. Mais j'aimerais savoir comment ça se passe vraiment aujourd'hui, hein. Ils ont encore cette position, ça se passe plutôt à la campagne, dans les villes africaines. C'est partout en Afrique, c'est un continent énorme où c'est plus concentré dans des petites régions. Comment ça se passe dans notre société contemporaine? Alors, en fait, comme tu disais en fait, les djellys aujourd'hui, ils sont partout, que ce soit dans les villages, dans les capitales et ils sont vraiment partout. Après cette image, oui, du vieux qui avec des enfants autour, heu, c'est quelque chose aussi qui, c'est pas pour moi, c'est pas de l'ordre du fantasme ou autre, hein. C'est aussi, un peu comme ça que fonctionnaient, les djellys et quand tu vas prendre le djelly du village et celui qui se trouve dans la capitale, tu vas peut-être voir une petite différence, pas sur heu, sur, l'origine même du jelly quand je parle de l'origine, donc sa fonction, mais peut-être, une autre façon de faire. C'est vrai qu'au village, la plupart du temps, oui, c'est le jelly il va prendre la parole, les gens vont l'écouter parce qu'il va être peut-être à côté du chef du village et donc quand il y a un rassemblement, c'est lui en fait, quand le chef va parler ou comme ça se passait avant dans les royaumes, c'est vraiment l'ami du roi, dans les empires, africains avant, il y avait toujours un djellyi, la plupart du temps, qui exprimait, les souhaits du roi et ou dans les villages aujourd'hui, actuellement dans les villages, les chefs de village quand ils prennent la parole, quand le chef parle, en fait, le djellyi, lui, va répéter ce qu'a dit le chef de manière plus éloquente et en fait, il va arrondir les angles, il va essayer de faire passer, le message de peut-être de façon un peu plus,
structuré et va faire attention à ce qu'il dit parce qu'un roi ou un chef, il parle comme il a envie, hein. Il va pas se préoccuper de l'état d'âme de ses sujets ou des personnes de son village. Donc il parle comme ça vient. Mais le djeli, il a le rôle du coup de d'enjoliver un peu la parole, du roi ou du chef du village et tout en évidemment en transmettant le message principal qui aura été véhiculé heu, par le chef du village ou le roi, voilà et dans la capitale, donc le djeli, il aura cette fonction aussi, mais surtout il aura aussi la fonction un peu d'artiste, alors entre guillemets, parce qu'il y a les artistes et il y a les djelis et souvent les gens confondent artiste et djeli et donc souvent le djeli dans la capitale, il peut très bien aller il peut faire preuve de légèreté. Quand je dis preuve de légèreté, ça veut dire qu'il peut, dans sa fonction, ramener un peu, cet aspect moderne qu'on a de la musique, aujourd'hui, dans, voilà, qu'on a aujourd'hui, de la musique et donc il peut amener cette modernité à sa fonction. Donc voilà. Mais sinon, un djeli qui se trouve au village et un djeli qui se trouve dans la capitale, ce sont les mêmes. C'est juste que peut-être, celui de la capitale, s'il le souhaite, hein, il peut peut-être amener cette touche de modernité à ce qu'il fait, tout simplement. Et c'est très important de dissocier aussi le djeli de l'artiste parce que tout le monde n'est pas djeli. Donc, djeli, ça se transmet par le sang, hein, de père en fils ou de père en fille. Et puis les artistes, ce sont des gens qui vont chanter, qui ont pas voilà, qui sont pas djeli et surtout, ce qui est très important, c'est que, il faut retenir que le djeli, donc comme je disais, ça se transmet de père en fils ou de père en fille. Admettons qu'une femme djeli se marie avec un non djeli et ben l'enfant n'est pas considéré comme un djeli parce que, le papa n'aurait pas été djeli et donc si l'enfant chante, il pourra chanter ou prendre la fonction de djeli, mais il ne sera pas connu par ses pairs comme un djeli. Alors ce serait plutôt un artiste, mais pas un djeli, par exemple. C'est intéressant, il y a alors des femmes, je ne savais pas. Mmh. Donc, il y a des femmes jelly. Oui, il y a des femmes djeli, oui, oui. C'est vrai qu'on les met pas assez en avant, mais Ouais. sinon il y en a comme on en a plein, notamment les Ami Koïta, Kanja Kouyaté, heu, Aminata Tamissougou, enfin on en a beaucoup et heu et 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 souvent, on les entend pas parce quand on parle de djeli, on a la fonction on voit un homme tout de suite, alors qu'il y a pas du tout, heu l'homme ne prend pas le dessus sur la femme, en fait, hein. Les gélies, ils fonctionnent pas comme ça. Ils fonctionnent plutôt, par le droit d'aînesse. Ça veut dire, dans une assemblée, on laissera la parole aux plus âgés, qu'ils soient hommes ou femmes. C'est plutôt comme ça qu'ils fonctionnent. Il y a pas du tout, comme dans certaines organisations où l'homme va prendre le dessus, eux, c'est pas du tout comme ça. Et par exemple, quand j'ai fait appel à ces djellys, parce que le premier djelly à qui j'avais fait appel, donc au Sénégal, quand j'ai fait appel à lui, parce que c'est lui que je voulais au début qu'il fasse, je voulais que ça soit lui qui fasse, ces histoires, c'est sa voix que je voulais entendre à travers le podcast. Quand je l'ai contacté, il m'a dit il m'a dit: «Moi, j'ai pas de souci, mais par contre, je peux pas prendre la parole parce que je ne suis pas le plus âgé» et il m'a dit: «Et actuellement, le plus âgé se trouve en Gambie» et donc comme le Gambie se trouve à côté du Sénégal, donc aux alentours, il m'a dit: «Le plus âgé se trouve en Gambie et c'est à lui de prendre la parole. Moi, je ferai, le son, mais c'est lui qui va parler» et j'ai Wow. trouvé ça, tellement, tellement magnifique en fait, en fait comment dire ça? C'est fait avec beaucoup de pudeur, beaucoup de modestie, de respect, donc enfin ça m'a beaucoup touchée, ce fonctionnement m'a beaucoup touchée.
Ouais, c'est vraiment touchant, hein, c'est du respect à Ouais, la tradition, ouais, c'est ça, c'est c'est incroyable. ça. Ouais. Et, donc, après que tu as eu cette idée, comment ça a été ces contacts-là? Tu le connaissais déjà? Comment tu l'as trouvé? Comment ça? Alors non, je les connaissais pas. En fait, c'est grâce à un oncle qui, j'en avais parlé avec lui. Donc, et lui est du Sénégal. Et c'est en discutant avec lui, il a fait: «Ah, mais moi, j'ai mon jelly au Sénégal». D'ailleurs, celui qui disait qu'il pouvait pas, parce qu'il n'est pas le plus âgé, bah, si tu veux, là, je pars au Sénégal, j'en parlerai avec lui. Et puis, s'il est OK, je vous mets en contact. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et c'était important pour moi de faire avec quelqu'un, qui se trouvait en Afrique. Des jellies, il y en a aussi en France, hein. Il y en a beaucoup, mais en fait, pour, le côté un peu plus authentique et aussi pour que ces personnes, en fait, pour un peu les mettre en avant parce qu'ils sont pas, heu, en Occident ou en France, bah, je voulais, vraiment travailler avec quelqu'un qui était au pays, quoi. Oui, oui, bien sûr. Et donc, il y en a des jelly en France aussi. Et comment ça fonctionne en France? Il y a des communautés. Comment ça se passe? Oui, il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de jelly en France. Il y a, que ce soit des jelly de la Guinée-Conakry, Bissau, Mali, Sénégal, Gambie, enfin Burkina. Ils sont là, les jelly sont là et on fait appel à eux, lors des mariages, lors des baptêmes, dans tous les événements en fait, familiaux. Ils sont toujours là, ils sont toujours présents parce que c'est leur fonction en fait, d'être là. Et il faut savoir aussi que chaque famille africaine, en fait, a, son «jelly» entre guillemets. En fait, il y a toujours un jelly, de la famille, en fait, heu lors d'un mariage ou d'un baptême, en fait, le jelly, c'est lui qui se chargera de tout, en fait, du début à la fin. Quand je dis de tout, c'est d'informer les gens, qu'il y a un mariage, qu'il y a un baptême, de faire les éloges de la famille, enfin voilà. Chaque famille, normalement, a un jelly qui est rattaché, à sa famille depuis des générations ou des générations. Et en fait, les jelly, bah, ils transmettent en fait à leurs enfants et ainsi de suite. C'est un héritage en fait. C'est un Ouais, ouais, oui, c'est hyper joli. Il y a cette diaspora aussi des jelly, hein, qui est partie en oui, France. oui, Oui, c'est ça. c'est cool même. Il y a pas Euh, de rupture en fait, hein, donc si, ils étaient, la famille un jelly s'occupait enfin était, l'hôte en fait d'une famille, déjà, en Afrique. Et ben, même si ils viennent en Occident, en fait, il y a pas de rupture, hein. Les traditions continuent, hein, on continue dans la tradition et voilà, il y a pas de voilà, il y a toujours ce respect et ce des traditions qui ne se perdent pas. ouais, ouais, non, c'est très joli. Ouais. Et bon, et quels ont été les défis lorsque tu as commencé pour démarrer le podcast? Le plus difficile, ça a été quoi? La traduction, l'enregistrement, ça a été quoi en fait? Alors le plus difficile, ça c'est, alors il y a plusieurs petits points, notamment celui de l'enregistrement, là-bas. Le fait de s'enregistrer parce que, les Jelly, par exemple, ils s'enregistrent avec leurs moyens qu'ils ont là-bas et c'est très cher en fait, ça coûte très, très cher de les faire enregistrer heu, dans un studio d'enregistrement. Et c'est vrai que, du coup, moi étant ici, parce que moi je fais tout ça, voilà, avec mes propres moyens. Et aussi c'est important pour moi de pouvoir les rémunérer, par rapport à ce qu'ils font. Du coup, tout ça, c'est du fonds personnel que, j'emploie pour chaque enregistrement. Et c'est aussi compliqué pour moi de prendre un studio là-bas, parce que ça a un coût aussi. Et du coup, on va dire que la partie logistique est un peu, compliquée. Du coup, ils s'enregistrent avec les moyens qu'ils ont. Et c'est pour ça que des fois, on peut entendre des petits bruitages, quand le jelly, il parle. Alors ici, quand on reçoit les enregistrements, on essaie de nettoyer au maximum. On essaie de retirer ce qu'on peut, mais c'est pas toujours évident. Et après voilà, ça a son charme en fait. C'est le côté un peu authentique aussi,
rechercher. Donc, tant que c'est pas très, très dérangeant à l'oreille, je me dis: «Ça va, peut-être qu'on aura les fonds, plus tard pour s'enregistrer dans un studio, mais pour l'instant, on fait avec les moyens du bord». Donc il y a cette partie-là et aussi la traduction parce que pareil, la personne qui traduit, voilà, il faut que ça soit vraiment, conforme à ce qui est dit et comme je le fais pas moi-même, pareil, c'est faire appel à des compétences, d'une autre personne. Donc ça aussi, ça engendre des frais. En fait, c'est plus, au niveau financier, que la complication, va se ressentir, mais humainement parlant, les gens sont très, mes collaborateurs sont très ouverts, très à l'écoute, très patients et heu et heu et voilà et après peut-être, ce qui me j'avais peut-être des appréhensions, je savais pas comment le podcast allait être accueilli. Est-ce qu'on c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça répond à un besoin? Est-ce que, voilà, comment ça va être accueilli? Et voilà, on se pose plein de questions et finalement, quand on se lance et qu'on voit les différents retours, bah, ça nous motive. Même s'il y a plein de paramètres, que j'ai cités au début, bah, en fait, le fait d'avoir des retours assez positifs et bah, ça motive en fait à continuer et puis, et j'espère que je vais pouvoir continuer, comme ça pendant très longtemps. Ah ouais, moi aussi, hein, j'espère. Euh, oui, j'imagine, hein, il y a toutes ces complications des logiques même et budgétaires toujours nous C'est ça. accompagnent. Mais en tant que ton auditeur, je peux te dire que ça ne dérange pas, ça ne se voit pas, hein. Pour moi, c'est très bien Mmh. enregistré, ça marche bien. J'ai déjà écouté pas mal d'épisodes et ça Bah, c'est marche très cool. bien. C'est- Oui et il y a aussi, oui, alors je pour les podcasts, comme j'ai pas l'habitude, d'enregistrer, c'est pas du tout mon métier ça de mettre, alors du coup, je suis quelqu'un d'un peu réservé et c'est vrai que parler comme ça, m'entendre parler, ça me des fois je dis: «Ah mince!» il y a des mots sur lesquels on va «trébucher» entre guillemets ou qu'on va mâcher, qu'on va manger et du coup, c'est un peu, voilà, quand on s'écoute, on voit tout de suite, hein, que c'est pas fait par une, professionnelle, hein. L'enregistrement n'est pas fait par une professionnelle, mais voilà, je me suis dit: «Je me lance et puis j'espère que je vais m'améliorer, au fil du temps», donc voilà Oui, oui, et oui, non, c'est normal, je pense, hein. Parce que moi aussi, je ne m'écoute jamais. Je lance l'épisode et c'est fini. Je vais c'est m'écouter ça, seulement pendant l'édition. Après, plus jamais. c'est toujours, ça fait toujours bizarre. Oui. Mais je pense que les moyens, là, comme tu as dit, au fur et à mesure, on commence à. Oui, je pense que la logique, elle vient avec le temps aussi, hein. C'est important de commencer, démarrer comme on peut et après. Oui, c'est ça, je pense. C'est ça. La vie, oui, la vie fonctionne, hein, elle va. Bon, et parmi les histoires que tu as déjà entendues, enregistrées ou futures peut-être, et spoiler, laquelle t'a touché le plus? Il y a une que tu aimes particulièrement, qui est un peu spéciale pour toi? Alors laquelle? Alors chacune des histoires me touche à leur façon et me touche à leur façon et aussi me rendent fière d'une certaine manière, notamment quand j'ai commencé avec, l'histoire des Gélies, que j'ai appelée à l'époque, l'histoire des griots. En fait, ça c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai fait cet enregistrement parce que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses et pour moi, c'était vraiment, instructif. En fait, ce podcast que j'ai appris beaucoup de choses, mais si je dois faire un choix, l'histoire de Malissa Joe, j'ai beaucoup aimé en fait, l'histoire de Malissa Joe parce que, en fait, ça part d'amour, ça part d'amitié entre, 2 êtres, donc un être, humain et un animal et en fait, j'ai trouvé ça tellement beau, heu, les liens qui les réunissaient et
c'était beau et tragique, mais dans ce tragique, il y avait de la beauté et c'est quelque chose qui m'a touchée et qui m'a plu et parfois on se rend compte qu'en fait, on peut avoir une amitié très forte, très, très, sincère avec, un animal qu'avec un être humain et hem en faisant ce podcast, en fait, en écoutant l'histoire de Melissa Joe, ben, ça m'a beaucoup émue et ça m'a touchée, en fait, parce que ce sont des choses qu'on rencontre, également aujourd'hui, même entre 2 personnes, hein, l'amitié, l'amour qui s'installe et qui peut être des fois dévastateur et en même temps, enfin, il est dévastateur et à la fois il nous passionne, et c'est quelque chose de très touchant et aussi ça met aussi, en avant, la jalousie de l'être humain, en fait, hein. Parce qu'il faut savoir que Melissa Joe, du coup, a été tuée à cause d'un homme très jaloux, de l'amitié qui s'était lié avec la jeune fille, en question et du coup, voilà jusqu'où les humains peuvent aller, par jalousie et sans réfléchir, hein. Parce que lui, dans sa tête, il avait voilà, il s'est pas dit que c'était juste, un animal, en fait, qui s'était lié d'amitié avec un être humain. Lui, il a plutôt vu ça comme, voilà, son ego, heu, alors que concrètement, enfin, l'humain et l'animal, il y avait pas, une relation charnelle à proprement dit, mais la relation qu'avaient, ces 2 êtres, en était devenue, insupportable pour lui et ça l'a rendu, jaloux à un point, pas possible et il est parti tuer, cet animal quoi, l'hippopotame, Melissa Joe. Ah, wow. Donc voilà, ça m'a beaucoup touchée cette histoire. Ouais. Elle est déjà disponible là dans le podcast. Je pense que je ne l'ai pas encore écouté. Oui, Celle-là. Melissa Joe, oui, oui, c'est disponible. C'était le deuxième en fait, c'est le 2e épisode. Il est disponible, bah, sur les plateformes habituelles, hein, YouTube, Spotify, Apple Podcast, enfin et d'autres. C'est disponible, c'est Melissa Joe, ça s'appelle. Oui, parfait. Ouais, je pense que c'était ça, les choses principales que j'aimerais savoir. C'était très intéressant même de t'écouter parler et partager ces aspects culturels autour des jelly, hein. Il faut que je Oui, garde le nom. Et même moi, il m'arrive de dire grillé de temps en temps et je me dis: «Ouh mince!» ouais, et voilà, je ouais, c'est une question d'habitude. voilà, tout à fait. Mais est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas fait, mais qu'est-ce que tu penses que c'est important de répondre? Peut-être un commentaire, des choses. Bah, moi, je voudrais que les gens se disent que, il y a pas de il y a pas de frontière entre l'oralité et l'écrit. Ils sont complémentaires et on a eu beaucoup d'orateurs, et des personnes aussi qui ont défendu cette tradition orale comme Amadou Hampâté-Bâ, Djibril Tamsir Niane, hem, comme, hem, comment il s'appelle aussi, Heu, il y a Amadou Kourouma aussi, les contes d'Amadou Kourouma qui justement, reflètent, hein, et met en avant cette oralité africaine et Boris Diop, également et en fait, on a eu plein de personnes dans la communauté ou les communautés africaines qui ont fait de leur vivant, heu, heu on va dire ce «combat» entre guillemets, voilà, de valoriser, la tradition orale. Moi, je ah, en fait, je suis partie de l'écrit et en partant de l'écrit, j'ai fait un constat sur l'oralité et je me suis dit parce que bon voilà, je suis très aussi, passionnée par la littérature, notamment la littérature africaine et c'est vrai qu'en lisant ces livres, souvent quand, la littérature africaine en tout cas, elle a ce côté un peu, hem, mélodieux. Quand tu lis un livre, en fait, souvent, les lettres, les mots employés, en fait,
Heu, En tout cas, moi, ça me réveille un peu, cette sonorité un peu mélodieuse, des djellys et cetera. Elle est voilà et la sonante mélodieuse de la littérature africaine me parle et pour moi, en fait, il est important que les gens se disent qu'il y a pas de frontière, en fait, entre l'oralité et l'écrit. Moi, je parle d'oralité, mais je parle aussi, de littérature. J'ai un autre compte Instagram où je partage des extraits de livres que j'ai lus, et où je griffonne aussi quelques parce que je me prends de temps en temps pour une écrivaine. Donc, il y a quelques mots qui vont me passer par la tête, je vais le partager sur le compte Insta et pour moi, la littérature orale et la littérature écrite sont 2 choses qui se valent. Il y en a pas un, au-dessus de l'autre. Ils sont vraiment sur le même piédestal et voilà, c'est important et souvent on me demande si je suis djellly, si je fais partie de la caste, des Ouais. djellys. Alors je dis: «Absolument pas». Je suis pas du tout djellly et c'est dommage en fait qu'on se dise: «Et bah, si elle est intéressée par la littérature orale et par l'histoire des djellys et tout ce qu'il y a autour, c'est qu'elle est forcément djelly». Non, absolument pas. En fait, je pense que tout à chacun, nous tous, on se doit en fait de mettre, l'oralité en avant, de la faire perdurer parce que c'est quelque chose qui se perd, malheureusement et c'est important surtout pour les personnes, d'origine africaine en fait, de valoriser cette oralité et de la transmettre également à leurs enfants et ainsi de suite, que les enfants puissent se reconnaître là-dedans et aussi, retirer tous les préjugés, qu'il y a autour, et voilà et vraiment continuer dans ce sens. Voilà, si je ça c'est quelques phrases que voilà, que je veux bien partager, que j'aimerais qui soit entendu, voilà, que voilà, on peut être intéressé par la littérature écrite et orale en même temps. Il y a pas de c'est exactement pareil. La preuve, moi j'aime l'écrit et j'aime l'oralité donc voilà. Ouais. Ah, c'est parfait ce que tu dis, mais c'est intéressant parce qu'ici au Brésil, on a beaucoup cette remarque, et surtout parce que le portugais parlé au Brésil et le portugais écrit, c'est vraiment différent, vraiment différent. Parce que le portugais écrit qu'on utilise, c'est plus proche du portugais des Portugal, et notre manière de parler, c'est vraiment très éloigné. Ça varie beaucoup indépendant de la région et tout. Mmh. Ça varie beaucoup même au Brésil, c'est incroyable. C'est une autre langue presque. Et Et elle s'écrit pas cette langue, du coup comment? Comment? et elle s'écrit pas du coup, on écrit vraiment le portugais, Oui, voilà. Donc, portugais au quoi? moment d'écrire, vraiment, il faut qu'on apprenne à écrire. À l'école, on vraiment apprend une nouvelle langue, presque, hein, bien sûr. C'est pas vraiment une nouvelle langue, mais il y a beaucoup de registres qu'on n'utilise pas du tout, dans même l'ordre des mots et tout. On change dans le langage oral. Et là, il faut changer quand on va écrire, hein. Donc, cette différence est très, très claire, mais il y a beaucoup d'écrivains qui vont écrire vont écrire en utilisant le langage oral. Mmh. C'est les inversions qu'on fait, les mots qu'on utilise, les abréviations et tout. Euh, et c'est vrai que ça donne un rythme très particulier quand on écrit l'oralité. C'est très clair, Mmh. hein, en portugais. Quand on écrit l'oralité, ça change complètement, hein. Vachement. Ouais. Est-ce que c'est un créole, du coup, portugais? Parce que, par exemple, en France, donc dans les îles, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe, il y a le créole. Donc c'est un mélange de français avec, d'autres en fait, d'autres prononciations et du coup ça change un peu du français qui est parlé en métropole. Mais pareil, je pense pas qu'il y ait un écrit du créole martiniquais ou guadeloupéen. Je pense qu'ils écrivent aussi en français et que le parler est différent de l'écrit en français, en fait. Je Ouais, pense que c'est voilà. ça. Peut-être que ça, Ouais. oui, c'est ça. On ne dit pas, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas linguistique. J'ai fait fac lettres, mais pas côté linguistique quand même. Mmh. Mais je ne sais pas quelle est la différence pourquoi on ne dit pas qu'on parle créole. Parce que c'est vraiment ça, c'est le mélange du portugais européen
avec et des langues. les langues africaines de la Oui, diaspora, aussi les langues des autochtones, oui, des peuples c'est ça. originaires du Brésil. C'est exactement ça. Il y a beaucoup de mots qu'on utilise souvent ici qui n'existent pas en Portugal. Et on s'est dit, mais comment ils peuvent vivre sans ces mots-là? Oui, C'est mais impossible. Donc, oui, c'est c'est bien ça. exactement. Mais je ne sais pas C'est pourquoi, pareil. mais on ne dit pas qu'on parle créole. Je ne sais pas pourquoi. On dit brésilien, portugais, brésilien. Je ne sais pas Portugais, pourquoi. oui, c'est peut-être que les gens n'assument pas et peut-être qu'ils veulent toujours s'identifier au Portugal parce que Portugal, c'est peut-être mieux, entre guillemets, ou c'est peut-être ça, hein. Mais en tout cas, je sais que ici, en tout cas, en France, en Martinique, Guadeloupe, ils assument de parler créole, hein. Ils disent pas on parle français guadeloupéen, hein, ils disent on parle créole. Donc c'est une fierté. Et peut-être que le Brésil, enfin le Brésil, le Portugais, oui, c'est le Brésil, pardon, Ouais. a peut-être un peu du mal à se détacher de cette emprise portugaise, entre guillemets, hein, pardon, Ah oui, d'emprise. c'est très possible en fait, parce que Ouais, là, les relations sociales au niveau des origines, couleurs et tout sont très ouais, compliquées hein, ici au Brésil. ouais, ça c'est clair. Ouais. C'est pas facile et en plus au Brésil, il y a eu beaucoup de populations noires qui ont été, qu'on a pris qu'on a arraché à leur terre et du coup, c'est normal qu'il y ait plusieurs langues, en fait, à un moment donné que les gens, pour se comprendre, bah, en fait, ils ont créé une langue commune. Donc il y a la langue du colon ou de l'esclavagiste qui est venue se rajouter à la langue que cette nouvelle population a créée ensemble. Donc c'est tout à fait normal, en fait, Ouais, que voilà. Il y a même des différences régionales, comme le Brésil est énorme, hein. mmh, Parfois, dans ma ville, je nomme une chose avec un certain mot et dans un autre état du Brésil, ils vont parler d'une autre manière, parfois que je ne connais même pas. Mais à l'écrit, mmh. il y a toujours un standard. Si on va Il y a écrire des le devant standard, il faut comprendre, oui, c'est ça. bah, déjà, si on arrive à se comprendre à l'écrit, c'est bien. Oui, non, on se comprend à l'oral toujours. Et après, je pense qu'il n'y a Oui, pas des situations où on va vraiment pas comprendre, mais il y a quelques mots que, oui, bien sûr, ça va nous échapper, oui. hein. Même dans le Bah, propre Brésil, hein. bah, Il y a c'est quelques comme je mots. te disais, moi, je suis Djaranké de la Guinée-Conakry et au Sénégal, il y a des Djaranké aussi, mais on va se comprendre, mais il y a des mots qui vont être différents, qui diffèrent à chaque fois et des fois, il faut vraiment que je colle mon oreille limite pour comprendre ce que la personne, elle est en train de dire et il y a des moments où je vais pas du tout comprendre parce qu'on n'a pas les mêmes prononciations et c'est ça, hein, c'est un peu normal et le mandinko ou le bambara qui est pas ma langue d'origine, qui est pas du tout djaranké, pareil, je vais comprendre, mais je vais avoir mes limites parce qu'il y a des mots qu'ils vont employer que je ne comprends pas du tout. Mais je peux tenir une discussion avec ces différentes personnes qui parlent différentes langues mandingues. Je peux tenir une discussion. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où je vais te dire ah, j'ai pas trop compris ce que tu voulais dire là. Mais Oui, voilà. Oui, mais c'est super, hein. Et bon, normalement, à la fin, toujours, je demande qu'est-ce qui va avec ton pain aujourd'hui? Comment tu vas farcir notre pain français? Donne-nous des références de lecture, films, séries, musique, enfin, ce que tu veux nous offrir, hein. alors, qu'est-ce que je vais vous offrir en ce moment? Alors moi, je suis une fan de Fatou Diom et je pense que les gens l'ont compris à travers, mon compte Instagram et en ce moment, je lis un de ses livres. Alors je viens de le commencer, mais je suis très dedans, qui s'appelle «Impossible de grandir», donc que j'ai commencé cette semaine. Donc c'est mon livre du moment, donc ah, je vais pas vous dire je vais vous dire, je vous le conseille parce que c'est Fatou Diom et que j'aime beaucoup ses écrits et que c'est quelqu'un qui a une belle plume. Mais donc je vous le conseille. Je vous conseille en tout cas l'auteur. Par contre, le livre, je peux pas vous donner plus d'informations dessus et vous dire oui, oui, il le faut, je vous le conseille parce que ce qui est écrit dedans est très bien. Moi, je pars du principe parce que donc j'ai pas un avis, on va dire, comment dire ça? Euh,
je peux vous dire, je perds mes mots. Mon avis n'est pas forcément Partial? partial, C'est pas merci. impartial, hein, il est Voilà totalement partial. et c'est ça et du coup, voilà, parce que j'aime l'auteur donc mais je sais que j'ai jamais été déçue par ses livres, donc je vous recommande quand même. Ça s'appelle Impossible de grandir et sinon, on m'a parlé d'un film, je l'ai pas encore regardé, sur Netflix qui s'appelle alors mon anglais est très, très nul, qui s'appelle Son of the Soil. Alors je sais pas si je le prononce bien et donc ça parle, de l'histoire de Mansa Moussa, donc du Mali et ça s'appelle alors à l'écrit c'est SUN, donc Son of the, the et Soil, SOIL. Donc c'est sur Netflix. On me l'a recommandé et je l'ai pas encore regardé, mais déjà, de ce qu'on m'a dit, je vais regarder parce que ça me parle déjà et donc je vous recommande, c'est disponible sur Netflix. Oui, Voilà. c'est l'histoire de l'homme le plus riche de la planète, c'est là, le C'est roi ça, le plus riche. Ah, je c'est pense ça, qu'on a Mansa Moussa. déjà, oui, je pense qu'on a déjà nous indiqué ces films. Si je ne me trompe pas, Ah, c'était la, comment elle s'appelle déjà? La fille de la page Au pays des baobabs, je bah, voilà, crois. bah, c'est elle qui me l'a recommandé. Ah, Bah, voilà. c'est Très bien. c'est ça. Oui, c'est Donc super même, des images. on s'était vu, il y a quelques jours et puis elle m'en a parlé et j'ai dit: «Ah ouais, bah, je vais le regarder ce film». Ah, parfait, oui. Oui, oui. Ouais. Euh, Sinon, je sais pas si il y en a qui l'ont pas vu, je vous recommande aussi L'héritage du griot. C'est un film, qui parle de l'histoire de Soundiata Keita. Alors, et qui est très, très intéressant. Alors ouais, il me semble que il y a une, traduction écrite, parce qu'il part dans leur langue d'origine, en bambara, mais il y a une traduction écrite donc qui s'appelle, L'héritage du griot qui est très, très bien aussi. C'est un film un peu historique, hein. Il est très pour ceux qui l'ont pas encore vu, je vous invite à le regarder. Vous pouvez peut-être en regardant sur YouTube, vous pouvez trouver le film en entier. Voilà. Ah, c'est super. Ouais, parfait. Voilà, hein, malheureusement, on arrive à la fin. Je pourrais passer toute la nuit pour toi et l'après-midi pour moi en parlant avec toi. Oui, je vois que tu as beaucoup de livres derrière. Est-ce que tu aurais un Oui. livre, toi, à me conseiller ou à nous conseiller en ce moment, un livre, aussi que tu lis? Oui, bien sûr, mais je ne sais pas au niveau de la traduction, hein, parce que la Ah oui, majorité des livres derrière moi sont en portugais, quand même. je sais pas s'il y a Euh, des transcriptions, des retraductions en français? oui, tout à fait. Quand tu me parlais de cette écriture de l'oralité, il y a un écrivain je pense, probablement il est traduit en français. C'est hyper difficile de le traduire justement parce qu'il est hyper basé dans la oralité, qui s'appelle Mmh, Guimarães Rosa. Je vais t'écrire ici sur le chat parce que d'accord, ouais. Guimarães, n'importe quoi que tu trouves de lui, des contes, des romans et tout, ça sera. Je pense que tu vas Ah, aimer, hein. Guy, il parle beaucoup il est un écrivain de ma région, en fait. d'accord, Il est déjà mort. Guimarães Rosa, c'est ça son nom. Euh, d'accord. C'est un homme? Oui, c'est un homme. Il était, Ah, il est il très connu. était diplomate, en fait. Il voyageait Mmh, pas mal ici au Brésil, dans les petites régions. Et il a passé beaucoup de temps avec les gens d'une région ici qu'on appelle Sertão, qui c'est un peu comme la région des déserts, un peu désertique. Il n'y a pas de désert au Brésil, mais Sertão, c'est un biome spécifique du Brésil. Plus pareil avec les Texas aux États-Unis, comme on voit dans les films, un peu comme ça, tu vois. d'accord. Donc, il a pas mal voyagé dans cette région Mmh, et c'est une région assez pauvre normalement au Brésil. Et il n'y a pas beaucoup de ressources, surtout à son époque. mmh, Et il a commencé à écrire les choses qu'il voyait, à créer des histoires dans cette ambiance, en utilisant le vocabulaire que ces gens-là utilisent, tu vois. mmh mh. Donc, c'est vraiment basé à l'oralité et les images qu'il crée sont très, très, très belles. Et
un autre qui fait ça très bien, qui n'est pas brésilien, en fait, c'est et je pense, lui, la traduction, ce sera plus facile. Et c'est Miyakoto. Il a des... Tu connais? Parce qu'il est plus Non. célèbre, je pense, en Europe. Il est mozambicain, en fait. Il vient du Mozambique. D'accord. Je ne sais pas comment on dit en français, comment on dit Mozambique, parce que Oui, on dit Mozambique, oui. Mozambique, oui, c'est ça. Ouais. C'est à Voilà. Mozambique. Je pense qu'avec ces deux-là, tu seras bien servi. Merci. On les écrit d'une manière très, très belle. Je pense que Miyakoto, c'est plus facile de trouver des bonnes traductions. Alors, Gondo, vraiment, merci beaucoup. Ça a été super de parler avec toi. Vraiment, je te remercie. Tu m'as raconté des choses. Déjà, changer ces mots griots, l'enlever de mon vocabulaire. Et j'ai vraiment adoré parler avec toi. Vraiment, merci. Hein. C'était très gentil. Ta disponibilité et tout. Pour ceux qui nous écoutent, suivez Komafo sur Instagram, sur Spotify et les autres plateformes de podcast. Je vais taguer Komafo aussi sur notre page Instagram, @PaulFrancisPodcast, après la sortie de l'épisode. Voilà, vraiment, merci, Gondo. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et merci de m'avoir permis de parler de moi et de ce que je fais à travers le podcast. Merci. Voilà. Donc, ciao. Ciao. Salut. À bientôt. Bonne journée. Bonne soirée. Et oui. Ciao. À la prochaine. prochaine.